Vous voici sur une vidéo qui va vous transmettre des informations relatives à Dragon Ball ainsi qu'à l'industrie de l'anime et du manga japonaise sous la forme d'une véritable mine d'or informationnelle. Ce sont des propos directement issus de Monsieur Torishima, l'ancien éditeur de renom d'Akira Toriyama, et les questions posées ainsi que les thématiques abordées n'ont quasiment rien à voir avec celles abordées durant la Japan Expo 2025 en France. Salut les devins, c'est Saikyo. Vous êtes en quelque sorte une bande de privilégiés, car nombreux ne vont pas cliquer sur cette vidéo, j'en suis parfaitement conscient. Lorsqu'un ponte du manga répond, généralement les fans n'aiment pas écouter. Après tout, lui-même avait dit que, une fois l'œuvre publiée, il n'y a plus de tir à corriger. Elle appartient à ses lecteurs, potentiellement à ses fans si elle arrive à en obtenir, mais ça ne sert à rien ensuite d'aller blablater. À gauche, à droite, le gros du travail doit se faire dans l'œuvre et dans l'appréciation qu'on en fait nous. Il n'a pas tort du tout, mais en même temps, ça vaut toujours le détour d'écouter ce qu'une personne avec autant d'expérience peut avoir à nous partager. Il a été interrogé par les équipes de Diamond Japan. Tout d'abord, concernant le parc d'attractions à thème Dragon Ball. Une société affiliée au gouvernement saoudien et Toei Animation prévoit d'ouvrir un parc à thème Dragon Ball. Êtes-vous impliqué? Je vous avais déjà présenté cela sur la chaîne avec le trailer qui va bien, etc. Non, je n'y ai absolument pas participé. Si j'étais encore à Shueisha, je n'aurais jamais approuvé ce projet. La réponse est simple, c'est un endroit inaccessible aux enfants japonais. L'intervieweur dit mais pourtant les enfants étrangers peuvent y aller. Et il dit c'est peut-être vrai, mais la région est politiquement instable. Il est donc peu probable que les enfants japonais puissent y aller. Les mangas sont créés par des éditeurs et des artistes. Mais ce sont les lecteurs qui les nourrissent. Ils existent parce qu'ils les soutiennent et les achètent. Si vous n'êtes motivé que par le profit à court terme, vous passez à côté de l'essentiel. Alors il y a une partie de sa réponse que je comprends. La dernière et la première me paraît assez osée. La région est politiquement instable. J'ai envie de vous dire, allumez les informations, regardez ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une région en ce monde où c'est stable? Je ne vais pas développer en matière de géopolitique, je pourrais le faire, mais je préfère au moins appuyer cette généralité-là. Je pense qu'à minima, on peut tous se rejoindre sur le fait que le monde complet est fou et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Par contre, je le rejoins bien sur le fait que ce sont les lecteurs qui les nourrissent et il ne faut pas les oublier. Et j'ai souvent dit sur cette chaîne YouTube, en tant que Français, que quand même, les ayants droit de Dragon Ball oubliaient de plus en plus le pays mère, à savoir le Japon. Se basant sur des études de marché, sur le fait que Dragon Ball est plutôt un produit en fin de courbe, au mieux une vache à lait au Japon, mais qu'il peut conquérir de nouveaux territoires en Occident, ce qui est une excellente chose, mais délaisser les communications au Japon, faire toujours ou quasiment toujours ces annonces à l'étranger, ça peut être honorifique, comme lorsque Toyotaru vient en France et nous parle d'un nouveau manga, tout ça. Mais en même temps, tout révéler sur le nouveau film aux États-Unis pour qu'il cartonne un maximum là-bas, je pense que ça a vraiment de quoi déranger au Japon. Il faudrait doser, il faudrait modérer et proposer toutes les expériences Dragon Ball de haute qualité et de hautes ambitions en primauté hors Japon, c'est quand même un peu bizarre. Je pense que c'est ça qu'il a voulu dire ici. Et certes, ça génère du profit à court terme, et si tu oublies tes fondations, tout va s'écrouler, et le profit long terme n'existera plus, allant de pair avec la création artistique. C'est mon interprétation. L'intervieweur disant « Mais ne serait-ce pas acceptable si c'était un parc à thème comme Disney, qui pourrait être apprécié par des personnes de tous âges et de tous horizons, de tous sexes ?» Torishima répond « Les enfants japonais peuvent aller à Disney au Japon, et c'est différent en Arabie Saoudite, n'est-ce pas ? C'est devenu un lieu réservé aux adultes fortunés. Je pense qu'il abuse un petit peu et qu'à la marge, il n'a pas forcément tort non plus. On sait qu'il y a dans ces régions des investissements pour des sommes colossales, que derrière les prix d'accès sont démentiels. Et déjà qu'une expérience type Disney, ça a son coût, et notamment en global si l'on additionne toutes les dépenses assimilées, le transport, la nourriture, les petits achats sur place, des tickets pour passer un petit peu plus rapidement sur l'attraction favorite ou ce genre de choses, c'est déjà un budget, notamment si on le multiplie sur une famille. Mais malgré tout, les familles modestes peuvent s'en sortir avec ce type d'expérience-là. Mais s'il faut d'autant plus voyager à l'étranger et se manger des prix d'accès qui sont hors normes, et ça deviendrait une expérience que l'on va regarder sur YouTube. Quelque chose qui existe mais qui n'est pas forcément accessible. On a déjà eu quelques exemples de cela avec les parcs Universal et Mario. Aller dans un parc Universal, c'est déjà une expérience pas si facile que ça. Il y a des projets pour que ça arrive au Royaume-Uni pour améliorer l'accessibilité à ce type d'expérience-là. J'ai pu le faire une fois au Japon et je vous garantis que c'est très cool. Il n'y avait pas encore la zone Mario, mais c'était déjà excellent. Il y a un équivalent également aux États-Unis, mais déjà ça ne court pas les rues. Et lorsqu'ils ajoutent une zone telle que Mario, elle est tellement demandée, tellement mise en avant, qu'il faut payer d'autres tickets pour accéder à cette zone-là. À l'intérieur de cette zone, il faut aussi réserver sur un créneau horaire spécifique.
ce qui vient déranger son expérience dans le reste du parc. On est obligé dans cette plage horaire de se trouver à ce moment-là. On prend un rendez-vous comme si on était au boulot alors qu'on va dans ces parcs en mode vacances littéralement. Et en surcouches successives, on rajoute des barrières. En termes de population, de fréquentation, arrivé à un certain niveau, on ne peut plus accepter de monde, ce qui s'entend mais en même temps est extrêmement frustrant. C'est déjà compliqué en soi, mais imaginez avec le type de parc que peut être Dragon Ball, l'attractivité qu'il y aurait à son sujet, et déjà la première barrière à l'entrée d'un gros coup dans la nuque par un prix qui serait inentendable, tellement il serait élevé. Là où même des personnes qui gagnent bien leur vie se diraient « mais attends, c'est soit ça, soit je nourris ma famille quoi ». C'est soit ça, soit je paye mes factures. Ce type de réflexion-là. Il continue de répondre. Le Weekly Shonen Jump est une culture portée par les enfants japonais. Partout dans le monde, les seuls magazines que les enfants achètent avec leur propre argent sont les mangas japonais. Il abuse un petit peu, parce que bon, il y a de la BD et tout ça, mais c'est vrai que le manga est ultra populaire, il y a aussi les comics. Faut quand même pas fermer les yeux sur tout ça, il abuse un petit peu le tonton Torishima. Il dit « c'est pourquoi je pense que nous ne devrions rien faire » qui ignore la culture que les enfants japonais ont cultivée. Et là, il a pas tort. Il y a plusieurs générations d'enfants japonais jusqu'à aujourd'hui qui en quelque sorte charbonnent pour nous. Même si on est de gros territoires d'expansion pour ces mangas, si ça n'est plus florissant là-bas, vous allez voir que ça va très vite se casser la gueule, que énormément de savoir-faire locaux, ces limites de l'artisanat vont se perdre. Sans les mettre sur un piédestal non plus, il faut les respecter. Et je trouve que du côté de Dragon Ball, ça a tendance à se perdre. Ce qui n'empêche pas non plus le fait de pouvoir proposer des expériences ailleurs. Mais regardez la manière dont l'a fait Mario. Malgré les problématiques pour accéder au parc, il s'est tout d'abord construit à Osaka au Japon, s'exporte aux États-Unis et arrivera potentiellement au Royaume-Uni. Ça paraît naturel décrit comme ça, personne n'aura l'idée de le remettre en question. L'exemple que je vais donner sera vraiment cliché, mais imaginez un parc à thème dédié à l'univers des DC Comics, Batman, Superman et consorts, et je suis certain que les premiers territoires qui vous viennent en tête pour l'exploiter à l'origine sont basés aux États-Unis. Imaginez que le tout premier ouvre au Japon. Évidemment que le public local serait très heureux. Qu'en serait-il de ceux qui ont permis à ce type d'œuvre d'exister ? Je pense qu'ils l'auraient un petit peu en travers. D'ailleurs, pour ceux qui ont la mémoire, ça avait fait un petit peu polémique que la zone Iron Man sorte à Disney Hong Kong, il me semble de mémoire, en tout premier lieu. C'était pas une zone Marvel complète, et ils ont ouvert le camp des Avengers en Californie. Plusieurs attractions, boutiques, restaurants et tout ça. Ils avaient commencé avec un tout petit truc à Hong Kong, et déjà les gens se disaient ok, il y a un move qui est plutôt sympa, mais pourquoi vous le faites là-bas en premier ? Parce qu'il y a une grosse distinction entre étude de marché et respect de son public. De plus en plus d'ayants droit se tournant vers ce qui leur paraît porteur, pourquoi pas porteur à court terme, et vont délaisser ce qui leur ont permis de s'établir sur autant de décennies, sans réaliser que ce seront encore eux qui leur permettront de vivre dans celles à venir. On va clôturer sur cette histoire de parc et aborder d'autres thématiques. Ce serait une autre histoire, dit-il, si le parc proposait d'inviter gratuitement les enfants japonais. Bon, encore une fois, il est dans l'abus. S'il existait un moyen concret de rapprocher les enfants japonais de l'Arabie Saoudite à travers les personnages, je pourrais le comprendre. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Là encore, je le trouve 0 sur 20 hors sujet. Je ne peux pas l'accepter, à moins qu'il y ait le même genre d'ambition que Shohei Ohtani, qui a fait don de gants aux écoles primaires à travers le pays. Là, il divague encore dans ses délires. J'en ai entendu parler aux infos, je suis sûr que toutes les parties concernées subiront des représailles. Il se repose sur un personnage que les fans ont soutenu. Ils pensent à tort que c'est leur propre réussite. Ça, c'est la traduction Google, la traduction de meilleure qualité nous dit « J'ai appris cette affaire pour la première fois à travers les infos », donc le parc DB en Arabie Saoudite. Je pense que toutes les parties concernées finiront inévitablement par en payer le prix. Il se repose simplement sur la popularité des personnages soutenus par les fans, en se croyant à tort à l'origine de leur succès. Sans vouloir politiser la vidéo, je rappelle tout de même qu'au Japon, c'est extrêmement nationaliste. On s'en rend pas forcément compte, mais ça se ressent par exemple dans les propos de ce monsieur-là. D'où le fait qu'il puisse être si dur à leur égard, et je le trouve vraiment sévère. Mais en sous-texte, il y a certains aspects à la marge que je peux comprendre. Établir des connexions culturelles au préalable, c'est pas plus mal. Ouvrir ce type de parc-là en France, l'un des pays les plus consommateurs de manga et de Dragon Ball au monde, ça aurait directement fait sens. Il y aurait une forme de serrage de main culturel entre les deux pays qui fait que ça pourrait parler à tout le monde. Mais en même temps, ces régions du monde ont bien le droit de développer leurs activités, leur culture, leur économie, leurs espaces de loisirs et tout ce qui va bien avec. Je rappelle aussi, je ne vais pas rentrer dans ces thématiques-là, qu'il y a aussi de grosses polémiques, de gros questionnements concernant l'aspect religieux. Je laisse qui le veut bien en débattre, je ne prendrai pas position à ce sujet, mais c'est tout de même cette terre-là qui accueille deux des grands lieux saints de l'islam. Et cela dérange beaucoup de monde de se dire que l'on ferait cohabiter des lieux de pèlerinage, des lieux saints voire sacrés avec des lieux de divertissement et de pur loisir.
qui intègrent parfois dans leurs œuvres des valeurs qui peuvent être aux antipodes, des valeurs religieuses. Vous voyez donc que les préoccupations sont multicouches sur plusieurs niveaux, et me paraissent ma foi toutes légitimes à être discutées avec sérénité. L'autre question posée aborde une toute autre thématique. Lorsqu'un manga est adapté en série télévisée ou au cinéma, la fidélité à l'œuvre originale fait souvent débat. Récemment, une controverse majeure a éclaté lorsque le contenu de la série télévisée japonaise Sexy Tanaka-san a été jugé contraire aux intentions de l'auteur original. Qu'en pensez-vous, Torishima-san ? Ce genre de problème, dit-il, se produit parce que le développement des médias se fait sans structure commerciale adéquate. Dans mon cas, dès que l'idée d'adapter un projet en animé ou en drama surgit, je pèserai toujours le pour et le contre, et j'y réfléchirai longuement. Une adaptation en animé rapportera des royalties et augmentera les ventes du livre, du manga. Cependant, il est possible que les représentations diffèrent de l'original. La production d'animé est un travail d'équipe. Contrairement au manga, elle ne peut donc pas être le fruit de la volonté d'un seul artiste. C'est pourquoi il est conseillé de fixer une date limite dès la phase de préparation, en précisant « Veuillez nous donner votre accord, votre refus ou votre avis avant cette date », puis dénoncer clairement les règles. Par exemple, « Après cela, nous laisserons l'équipe de production s'en occuper ». Il est important de discuter en détail des personnages et de leur vision du monde avec l'auteur original. Mais il est également important de fixer une limite pour laisser tout le reste à l'équipe de prod. S'ils ne peuvent pas le faire, ils devraient refuser d'emblée. Les éditeurs et rédacteurs devraient confirmer et expliquer en détail les principes et règles de l'entreprise. Ce qu'il y a d'intéressant avec Torishima, c'est qu'il répète souvent les bases de l'édition en tant que grand professionnel, mais ces bases se perdent de plus en plus, surtout si vous regardez ce qui se fait du côté de Dragon Ball. C'est vrai que c'est plus propre et plus sain sur les autres œuvres. Dragon Ball étant encore une fois entre les mains d'incapables. Et je peux même étendre ça au-delà de l'édition pure manga. Mais aussi en matière de production, j'ai évidemment dans mon collimateur Akio-yoku. Mais je n'oublie pas du côté du manga ce Victory Uchida tout à fait frauduleux. Les propos qu'il vient d'énoncer, cette manière structurée et ultra professionnelle de s'entendre, n'a plus l'air d'exister sur Dragon Ball. L'un des exemples qui me vient en tête, c'est la gestion de l'animé DBS et certains ajustements qui étaient faits en cours de route. On a appris via interview plus tard qu'ils ne s'étaient pas forcément concertés, d'où le fait que par exemple, avant la sortie de l'animé, dans les visuels promotionnels ou trailers, Toppo et Jiren étaient intervertis. Il n'y avait pas les accords, les ententes suffisantes entre auteurs et équipe de production pour en arriver à un travail formellement abouti. Et je trouve que ça a été chaotique à de nombreux égards. Il n'y a qu'à voir toutes les différences entre l'anime et le manga Dragon Ball Super du début à la fin. Je pense qu'avec un éditeur comme Torishima, ça ne se serait pas produit. On aurait sûrement eu des déviations dans le récit, vu le rythme qui était vraiment baroque, et elles auraient été limite acceptées au préalable. Alors que là, on se retrouve avec des équipes qui ont des deadlines, des délais à respecter, qui vont forcément produire quelque chose. Ce même quelque chose sur lequel on n'a pas pris le temps préalable de s'entendre, voire de le refuser. C'est une manière assez stoïque de travailler, mais efficace. Si on ne peut pas le faire, on ne le fait pas. Dragon Ball Super a connu un grand succès, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été préétablies, beaucoup de choses pas entendues, beaucoup de choses qu'on ne pouvait clairement pas faire, ils l'ont quand même fait. Ce qui a donné cette œuvre avec ses grandes qualités, mais ses énormes défauts aussi. Ensuite, ça va discuter One Piece. C'est assez atypique pour Torishima. One Piece est développé sous différentes formes. Est-il préférable pour l'auteur de ne pas trop s'impliquer dans le cross-média ? Réponse. La raison pour laquelle j'ai dit que Eiichiro Oda, l'auteur original, est trop impliqué dans l'anime One Piece, est que placer une charge excessive sur l'auteur est mauvais à la fois pour le travail et pour la santé de l'auteur. Miracle, j'ai envie de vous dire. Enfin, quelqu'un qui le dit haut et fort clairement dans cette industrie. Malheureusement, il faut toujours attendre que ça soit quelqu'un qui soit pas trop loin de sa retraite, qui soit en marge, qui ait développé ses propres activités pour dire les termes. Malheureusement, ceux qui sont dedans, la tête dans le guidon, ne l'appliquent pas, ne le disent pas. En principe, poursuit-il, les auteurs doivent se concentrer sur leur boulot. L'éditeur gère le développement des médias et les auteurs peuvent s'impliquer autant que nécessaire. Même si une partie des bénéfices revient à l'éditeur, cela s'apparente davantage à une rémunération pour l'utilisation des éditeurs et des systèmes. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez simplement embaucher votre propre personnel et gérer vous-même tous les contrats et négociations. C'est clair, ça se passe de commentaires, je voulais juste vous dire qu'il y a énormément d'animés de manga, ça peut toucher Dragon Ball, One Piece, Bleach, beaucoup d'autres, vis-à-vis desquels j'ai eu les preuves formelles de l'implication des auteurs originaux. Pour Bleach, c'est carrément partagé au grand public, mais même en off, je peux vous garantir que c'est vrai. Il y a des échanges aller-retour sans cesse, et même du vivant d'Akira Toriyama jusqu'à Dragon Ball Daima. Certains auront du mal à le concevoir, j'en mets mon honneur sur la table à vous confirmer que c'était le cas. Dans le cadre de Toriyama, on comprend où se trouvaient les difficultés. Il était en fin de vie, en fin de carrière. S'il n'était pas malade, il aurait eu plus de vitalité, d'énergie, de temps pour le faire et ça aurait pu être cool.
Avec du recul, on se dit qu'il aurait peut-être dû prendre un peu plus soin de lui. En même temps, on peut se dire que ses choix lui appartiennent, peut-être que c'est Dragon Ball qui lui a permis de rester plus longtemps avec nous. Ça, à vrai dire, on ne le saura probablement jamais. Ce que Torishima dit pour des auteurs comme Eiichiro Oda ou tous les autres qui sont encore en pleine activité, c'est terriblement réel. Laissez-les tranquilles, laissez-les faire leur job. Ils ont déjà du mal à rendre les planches, les chapitres en temps et en heure. Ils sont seuls, évidemment accompagnés d'assistants, et c'est déjà une grosse galère. Mais on cherche à les impliquer dans tout, dans l'animé, dans les designs, parfois dans l'histoire, dans certains cas dans les rajouts, dans les jeux vidéo. Il faut que les types soient absolument partout. Outre le fait que cela puisse entacher la créativité, c'est nuisible pour leur propre vie, leur propre santé. Je ne suis pas de près le parcours d'Eiichiro Oda, mais de mon point de vue détaché, je ne cesse de remarquer à quel point les pauses se multiplient, ainsi que ces passages à l'hôpital, de plus en plus longs, de plus en plus rapprochés. C'est quelque chose qui m'inquiète fondamentalement, et pas que pour lui à vrai dire. Malheureusement, ses plus proches ne semblent faire que tirer sur la corde. En même temps, avec lui, ils ont gagné au loto. Plutôt que de le préserver, ils sont en train de l'assécher au maximum possible. Et je pense que ces phrases-là de Torishima devraient résonner beaucoup plus. Placer une charge excessive sur l'auteur est mauvais à la fois pour le travail et pour la santé de l'auteur. Il a tout dit. Dernière question. Par exemple, on demande à l'industrie du divertissement et aux chaînes de télévision de procéder à des changements majeurs. Pensez-vous que la relation entre les artistes de manga et les éditeurs va également changer? Je ne pense pas, dit-il, que ça soit facile à changer. Dans le divertissement, comme dans le manga, les aspects personnels et professionnels sont intimement liés. Il est donc difficile de les séparer complètement. Cependant, si vous ne discutez pas correctement de sujets comme l'argent et les contrats, vous risquez d'avoir des problèmes plus tard, même dans une relation intime. Il est important d'avoir des règles fondées sur la confiance mutuelle. Je me demande dans quel monde on vit quand je lis ces mots parce que j'ai l'impression que ce type enfonce des portes ouvertes, mais qu'elles se sont tellement refermées depuis. On a perdu les bases du savoir-faire, les bases du relationnel, les bases du contractuel, les bases du professionnalisme, les bases de l'entente, les bases de l'humanisme aussi. Tout s'est perdu, tout se mélange d'ailleurs, tout converge, le pro, l'intime, tout se piétine également. Le respect est au plus bas, les valeurs fondamentales fondatrices de notre humanité se perdent totalement. Même lui, dans ses propos au préalable, il a tenu certains propos sur l'Arabie Saoudite ou autre que je ne valide absolument pas par exemple. Tandis que ce qu'il dit ici sur ses relations professionnelles, sur ce qu'il a dit sur Oda et les auteurs dans des cas similaires, c'est frappant de vérité. J'espère alors que ce tour d'horizon de ce qu'il a pu nous dire vous a plu, vous a informé, vous a éclairé sur la situation. N'hésitez pas à me partager vos analyses en retour sur chacune de ces questions à votre convenance, à booster la vidéo, à la liker, à vous abonner, en vérifiant que les notifications sont sur toutes et non pas sur personnalisées, sinon vous ne recevez pas grand chose en vérité. Merci vraiment du fond du cœur, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.